ma motivation à apprendre a toujours été très simple. Je voulais pouvoir apprendre vite pour pouvoir jouer plus. Je m'appelle Martin Charrière et je suis game designer chez Dena Studio, où on crée des jeux pédagogiques pour apprendre, parler de sujets sensibles et sensibiliser. Depuis tout petit déjà, à l'école primaire, je me dépêchais de finir mes calculs pour avoir plus de temps pour aller jouer au Playmobil et inventer des histoires. À l'école secondaire, c'était la même chose. Je finissais mes dissertations et puis ma plume, ça devenait ma canne de hockey et les petites billes qu'il y avait dans les cartouches d'encre vides, ça devenait les pucks. Et avec mon voisin de gauche, je peux dire qu'on a fait des parties dignes de l'ambiance des plus grands soirs de la BCF Arena. Pour ceux qui ne connaissent pas la BCF Arena, c'est l'endroit où les fribourgeois ils vont manger une fondue et faire du business pendant qu'il y en a qui jouent au hockey. J'ai toujours ce besoin, en moi presque instinctif, de faire du jeu une partie de mon quotidien, de transformer mon environnement autour de moi en un terrain de jeu. Et puis, après, quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé l'école des métiers, et là, je me sentais quand même adulte. J'ai dit, je vais devenir ingénieur, c'est bon, le jeu, c'était pour les petits, c'est fini. Et le premier jour, parmi les piles de livres et le nouveau matériel, il y a un objet qui a tout particulièrement capté mon attention. Une calculatrice programmable. C'est un outil incroyable. Vous pouvez résoudre des équations à 4 inconnus dessus, tracer des graphiques de fonctions, programmer. Et très vite, avec mon ami David, on a découvert qu'on pouvait surtout y installer des jeux vidéo. Alors je me souviens bien, un matin d'hiver, j'allais monter les escaliers pour joindre la salle. Puis là, j'entends David qui fait « Martin, arrête-toi, attends ». Il me rejoint à la course au ras des escaliers. Elle me dit « Ce week-end, j'ai fouillé Internet, j'ai installé des jeux sur ma calculette ». Il avait installé Platinum 31, c'est un jeu de tir avec des vaisseaux, Tetris et Super Mario sur sa calculatrice. Alors ni une ni deux, là j'ai ouvert mon sac, sorti mon câble, on avait un long câble comme ça pour relier les calculatrices. Chaque branché là, branché chez lui, et c'est là que j'ai reçu ce virus, ce jeu. Alors essayez de m'imaginer, 8 heures du matin, au fond de la salle de classe, en essayant tant bien que mal de suivre mon cours de comptabilité sur les créanciers, les passifs, les actifs, ma calculatrice entre les mains, en essayant de résister à la tentation de lancer Super Mario en secret. Il m'a fallu 10 secondes pour finir mon exercice et céder à la tentation. Pardon, je vous oublierai presque. Non, je dérangeais pas la classe et mon travail était fait. Mais ce moment-là m'a montré que j'avais vraiment un besoin d'être challengé, d'être stimulé, de jouer, même au cœur de l'apprentissage. Et c'est ce besoin qui, plus tard, m'a motivé à mélanger le jeu et l'apprentissage. Parce que ce rythme, cette immersion, cette intensité qui est propre au jeu, elle peut parfaitement s'allier à l'apprentissage et même donner des résultats surprenants. Un jeu, ça nous cadre avec ses règles. Ça donne du sens à ce qu'on fait avec une histoire, puis surtout, ça nous fait vivre un moment, une expérience. Et ça active notre mémoire et ça facilite l'apprentissage. Pour moi, le jeu, c'était toujours un synonyme de liberté. Un moment que j'avais hors des contraintes, par exemple mon cours de comptabilité, justement. Et paradoxalement, un jeu, ça s'appuie principalement sur des règles très précises et un but clair. C'est ça qui dit au joueur ce qu'il doit faire et puis comment il peut l'atteindre. Sans ça, le jeu, c'est une activité qui n'a pas trop de sens. Mais bon, dire qu'un jeu, c'est que des règles et un but, c'est pas non plus ça. Ce qui donne de la vie à un jeu, c'est son histoire, son contexte, la narration. On a une quête à mener, un mystère à percer, peut-être un monde à découvrir. Et c'est ça qui donne du sens à nos actions. On a tous fait l'exercice quand on était petit et qu'on apprend à compter, que c'est plus facile d'apprendre à compter si on imagine qu'on compte des pommes ou des canards, plutôt que des dessins de chiffres abstraits. Eh ben, dans le jeu, quand on veut apprendre, c'est la même chose. Même la plus petite des histoires, elle fait toute la différence, parce qu'elle transforme les concepts abstraits en une expérience qu'on peut vivre et qu'on peut ressentir. Et au cœur de cette expérience, il y a une force qui est peu visible et qui est cruciale. C'est l'émotion.
Les neurosciences, ils le disent. Apprendre, c'est d'abord ressentir. Stanislas Dehaene, qui a fait des recherches là-dedans, il montre que la mémoire se construit beaucoup mieux quand elle s'appuie sur des émotions qu'on vit ou qu'on partage. Les chercheurs parlent de 6 émotions de base. On va voir là, voilà. Donc, il y a, je ne sais plus la première qui est là, mais on va mettre la slide. Voilà, la joie. Il y a la peur. Il y a la colère. La surprise. La tristesse. Et le dégoût. Donc on peut ressentir plusieurs de ces émotions à la fois. Des fois, elles sont mélangées. En général, c'est celle-ci qu'on retient le mieux. Ou qui nous marque le plus. Et puis, quand on ressent ces émotions, dans le corps, il se passe quelque chose. Dans notre cerveau, en fait, plutôt. On a le système limbique qui s'active. C'est notre zone du cerveau qui est un peu notre centre des émotions et qui va aider le cerveau à se souvenir de ce qu'on vient de vivre. En gros, quand on ressent quelque chose de fort, on a plus de chances que les souvenirs qui sont associés restent longtemps gravés dans notre mémoire. Et en fait, ce qui est génial quand on joue, c'est qu'on vit toutes ces émotions. On est actif et on va vivre la tension du défi quand on doit se concentrer pour passer un passage difficile, la joie d'avoir réussi un niveau, la surprise quand il y a un événement inattendu, peut-être la tristesse quand on voit une cinématique qui nous touche ou simplement que l'expérience se termine. Et c'est cette palette émotionnelle-là qui fait que quand on apprend en jouant, ça reste ancré dans notre mémoire. Sans ça, l'information ne reste pas des éphémères. On l'a vu, le cadre, le contexte, l'histoire et l'émotion, c'est ça qui crée l'expérience. Mais le jeu, en plus, dans sa forme, c'est vraiment un outil génial pour apprendre. Il y a plusieurs raisons. Moi, je vais vous en parler de 4. Ah, pardon, j'ai sauté un petit bout. Je veux dire que le jeu, d'abord, c'est un vecteur artistique qui est le plus populaire et le plus puissant pour parler des sujets sensibles et aborder et raconter ces histoires profondes. Il y a en Suisse, d'après une étude de l'université de Winterthur, 54% des Suisses qui jouent aux jeux vidéo chaque mois. Et 41%, un peu plus, qui jouent chaque semaine. C'est incroyable. Et ça n'a pas toujours été comme ça. À ses débuts, dans les années 50-60, le jeu vidéo était un peu plus mécanique parce que, déjà, il est moins accessible parce qu'on n'avait pas tous un téléphone, un ordinateur pour y jouer. Et puis parce que les connaissances qu'il fallait pour les créer il en fallait des connaissances très avancées et les capacités des machines étaient beaucoup plus réduites. On voit, je crois, normalement, Steve Russell qui est en train de développer un jeu. Je vais mettre, voilà, Steve Russell qui est en train de développer sur un ordinateur de la taille à peu près d'une petite cabane de jardin, en assembleur, son jeu Space Wars, qui est un des premiers jeux qui a connu un succès populaire. Et puis depuis Space Wars, le jeu a beaucoup évolué, bien sûr. Et il s'est transformé. Mais spécialement, durant ces 15 dernières années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Avec l'arrivée des outils de création de jeux qui sont très accessibles, comme Unity, Unreal Engine ou Godot, en fait, il y a une nouvelle vague de studios indépendants qui est apparue. Et puis cette nouvelle génération, elle réinvente aujourd'hui ce que ça veut dire jouer. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ça c'est Celeste, un jeu de plateforme qui est assez exigeant, où on doit escalader une montagne. Mais on ne fait pas que escalader une montagne dans ce jeu. Le récit il parle d'anxiété, de dépression, et puis en jouant, on remarque comment on arrive à se faire confiance et puis à persévérer pour passer nos doutes et nos peurs. Par exemple, dans le jeu suivant, qui s'appelle Unpacking, là on déballe, c'est un gameplay hyper original, on déballe des cartons et on sort des objets d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on doit replacer dans une pièce. Et en faisant ça, en fait, on nous parle de l'amour et de comment l'amour influence chacune des étapes de notre vie. Et dans Spiritfarer, qui est le jeu qui vient ensuite, c'est un jeu où on peut construire son bateau et explorer un monde, mais surtout, on doit aider les âmes à se diriger vers la mort. Et là, on nous parle du processus de deuil avec douceur et tendresse. Ces jeux, on voit qu'ils témoignent d'une nouvelle façon d'aborder le jeu. C'est plus la violence ou bien alors les jeux d'arcade. C'est toute une autre narration.
Et c'est ça qui fait que c'est un outil si génial pour apprendre. Voilà, c'est là où je rejoins ce que je vous disais avant, que justement l'expérience, l'émotion, l'histoire et le cadre, ça forme la base, et que le jeu, c'est un outil si génial pour apprendre à cause de ces 4 principes qui sont, enfin, il y en a plus que 4, mais ces 4-là, c'est ceux que je trouve les plus importants. Il y a l'autonomie, le feedback immédiat, l'expérimentation et le fun. D'abord l'autonomie, parce que dans un jeu, bien sûr, on ne vous dit pas quoi faire. C'est vous qui avez le choix. On vous invite à personnaliser l'expérience, à prendre vos propres décisions. Et puis ça fait que vous devez créer vos propres stratégies. Et du coup, quand on réussit par soi-même. Et ça nous renforce la confiance en soi. Et puis ça fait que l'expérience qu'on est en train de vivre, elle est personnelle. Et puis elle est sincère. Ensuite, il y a le feedback immédiat. Feedback immédiat, comme créateur de jeu, on apprend que chaque action du joueur doit avoir un feedback instantané. Donc par exemple, on connaît tous, si on va dans la bonne direction, pof, 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 il va y avoir des lumières qui s'allument pour nous dire qu'on est sur le bon chemin. À Mario Kart, si on sort de la route, ça vibre, et on sait qu'on doit se remettre au milieu de la route. Donc on a tout de suite une réponse. On n'a pas besoin d'attendre 6 mois à la fin du semestre pour connaître sa note. Parce que dans la vie, c'est des fois difficile de voir immédiatement ses progrès. Là, dans le jeu vidéo, quand on l'utilise pour apprendre, c'est ça qui est génial, on sait tout de suite, on a une récompense, on réussit un niveau, on débloque une nouvelle zone. Et ça, c'est hyper motivant, parce que ça devient du coup du carburant pour chaque fois vouloir aller plus loin, apprendre plus. Et on sait où on se situe. Il y a l'expérimentation, ou je devrais dire plutôt l'expérimentation sans risque. Parce que ça, c'est comme ça dans le jeu. On peut se tromper. C'est même souvent encouragé. Imagine, on commence un niveau, un bloc qui me tombe sur la tête, game over. Voilà. C'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Dans un jeu vidéo, on rate, on recommence, on réessaye différemment. Là, c'est quand j'évite le bloc. Et c'est ça, justement, qui fait l'expérience. Et c'est là où le jeu, il se différencie de la vie réelle. Dans le jeu, on peut essayer sans conséquences réelles. Et ça nous libère de la peur de l'échec. Et ça fait que l'erreur, elle devient justement une opportunité pour apprendre plus, pour aller plus loin. Et puis finalement, il y a le fun. Parce que qui c'est qui a envie d'apprendre sous la contrainte? C'est pas cool. Et le fun, souvent, on se dit c'est le plaisir du jeu. Mais pour moi, c'est encore beaucoup plus que ça. C'est un bouquet de sensations différentes. Ça peut être le fun de la découverte, quand on arrive dans un endroit, dans un jeu, et qu'on découvre un endroit incroyable et qu'on s'émerveille. Pour certains, c'est le fun de la créativité. Par exemple, si on imagine quelque chose dans notre tête, puis qu'on le voit prendre forme dans le jeu. Ça peut être la compétition, la coopération, et plein d'autres nuances, comme la beauté, l'humour, la satisfaction d'appliquer une compétence qu'on arrive bien, qu'on maîtrise. Et chacun a ses sources de fun qui l'affectionnent plus ou les vit différemment. Mais quand on met tout ça ensemble, l'autonomie, le feedback immédiat, l'expérimentation et le fun, encadré par un cadre solide et une histoire, là, on crée une expérience qui est forte. Et on crée des émotions. Et c'est là qu'on apprend sans s'en rendre compte, et surtout, on s'en souvient longtemps. Et ça, c'est pas qu'une théorie. Nous, on utilise ces principes justement pour créer des jeux sérieux, qu'on appelle, c'est des jeux pédagogiques sur des sujets sérieux. Et on parle de toutes sortes de sujets. On parle de la lutte contre les violences domestiques, la prévention de l'extrémisme radical, on parle de la prévention du suicide, la vie quotidienne des Romains dans la Rome antique, toutes sortes de choses. Quelques exemples d'ailleurs. Par exemple, le Hals- und Beinbruch, c'est un jeu qu'on utilise c'est un jeu de gestion d'hôpital qu'on utilise pour apprendre aux médecins et aux infirmiers à parler avec leurs patients en allemand. Et là, on utilise l'expérimentation et l'humour. Dans Corona Quest, c'est un jeu pour les enfants, un jeu de cartes stratégiques. Ils ont appris les gestes barrières du Covid, contre le Covid, et surtout, on les encourageait de parler de leurs peurs et de leurs doutes à ce sujet avec leurs parents à l'intérieur même du jeu. Dans Forestopia, on a un jeu avec des vraies cartes, des badges, un plateau de jeu. Et là, c'est à destination des jeunes adultes où on leur apprend les dangers de l'extrémisme radical et ses mécanismes en les faisant participer à une société fictive
où ils incarnent des animaux qui vivent dans la forêt. Voilà. Et nos jeux, on les considère vraiment comme des outils. Et ils sont utilisés par les entreprises, les associations, les écoles, justement pour aborder ces thématiques auprès des jeunes ou des adultes. Et c'est là que le jeu est vraiment super, parce que ça donne une autre dimension à tous ces sujets. Ça passionne, c'est là que ça nous captive. En fait, ce que je veux dire, c'est que apprendre, c'est pas juste mémoriser une information, mais c'est vivre une expérience, c'est ressentir ses émotions, justement. C'est suivre un instinct qu'on a depuis l'enfance. On a tous joué au début pour apprendre. Ce jeu, il a ce pouvoir unique qui peut transformer n'importe quelle information en une aventure qui nous touche et qu'on retient. En fait, j'ai réalisé que j'aurais dû juste jouer plus pour apprendre plus. Et c'est ça que j'ai envie de vous encourager à faire. Jouer plus. Essayez de transformer vos défis, vos apprentissages, vos challenges en jeu. Parce que la vraie mémoire, c'est pas celle des mots. C'est celle d'avoir exploré. C'est celle d'avoir ressenti. C'est celle d'avoir joué. Merci à tous.